Texte, imaginez l'obscurité d'avant l'aube, un ciel tendu par l'incertitude. Soudain, une menace invisible surgit, une arme que l'ennemi prétend invincible. Le temps s'arrête. C'est l'histoire d'une première mondiale, d'un coup de maître qui a démasqué un bluff technologique grandiose. Question à vous, où regardez-vous le moment? Indiquez votre ville et votre pays. Il y a quelques jours, le commandement ennemi présentait en grande pompe ce qu'il décrivait comme un missile de croisière moderne et furtif. Des photos circulaient montrant un design sophistiqué, un corps profilé, des ailes compactes. Il était question d'une portée de 3000 km, d'une ogive capable de percer des cibles fortifiées et d'une furtivité rendant sa détection presque impossible, volant à quelques maître du sol, la propagande était intense, semant la peur, annonçant une supériorité technologique écrasante. Mais moins d'une semaine après cette démonstration de puissance, le système d'alerte précoce détectait un lancement, un objet inconnu avec une trajectoire inhabituelle à très basse altitude. Les systèmes de défense antiaérienne au sol peinaient à le repérer à cause des interférences. La décision fut prise, engager l'aviation de chasse, un avion moderne équipé d'un radar à réseau phasé actif capable de débusquer les cibles furtives fut envoyé. Le pilote, guidé par le système d'alerte précoce et un avion de détection radar lointaine, a traqué l'intrus, puis le miracle, le missile ennemi prit brièvement de l'altitude pour corriger sa trajectoire, se rendant visible. Une fenêtre s'ouvrit, une seule seconde. Le pilote tira, là l'impact fut visuel, le missile ennemi fut détruit en combat aérien par une roquette air-air, c'était une première mondiale, un exploit salué par nos pilotes, nos opérateurs au sol et nos ingénieurs militaires. Cet événement historique a prouvé la supériorité de notre intelligence et de notre coordination. L'interception de ce missile a marqué un tournant dans la perception des capacités militaires de l'adversaire. Avant cet incident, la rhétorique de l'ennemi le présentait comme une puissance technologique imparable, capable de développer des systèmes d'armes de pointe sans équivalent. Cette image était véhiculée à travers des démonstrations grandioses et des communiqués de presse emphatiques. La force de frappe de l'heure. Nouvelle arme, notamment ce missile de croisière, était démesurément exagéré dans le but avoué de dissuader toute opposition et de forcer la main de leurs voisins. Les sources de renseignement occidentales avaient déjà émis des doutes sur certaines de ces affirmations, mais elles n'avaient pas eu l'occasion de les prouver de manière irréfutable. L'incertitude planait, alimentant les spéculations et parfois la peur. Les analystes militaires s'interrogeaient sur la capacité réelle de détection de tels missiles qui seraient invisibles au radar traditionnel et sur la menace qu'il représentait pour la souveraineté des nations voisines. La doctrine militaire de l'ennemi, basée sur la surprise et la rapidité, semblait donner une prime à ces systèmes prétendument furtifs. La géographie de la région, avec ses reliefs variés et ses zones côtières, aurait pu offrir des corridors de vol idéaux pour des missiles volant à très basse altitude, augmentant encore la complexité de leur interception. C'est dans ce contexte de tension et d'incertitude que l'interception est intervenue, agissant comme un révélateur brutal et inattendu. La mission aérienne elle-même était d'une complexité rare. Le pilote, un commandant expérimenté avec des milliers d'heures de vol à son actif, était conscient des enjeux. Son avion, un chasseur de quatrième génération amélioré avec des capacités de cinquième génération, avait été spécialement choisi pour sa puissance de traitement et la sophistication de son radar AESA, Active Electronically Scanned Array. Ce type de radar, contrairement au radar mécanique plus ancien, permet de diriger plusieurs faisceaux simultanément, augmentant les chances de détecter des cibles à faible signature radar. Le système d'alerte précoce, qui est intégré dans une architecture de défense aérienne multicouche, avait d'abord identifié une anomalie. Les données brutes provenant de multiples capteurs terrestres et aéroportés avaient été fusionnées et analysées par des algorithmes d'intelligence artificielle qui avaient identifié une signature atypique. Cette signature ne correspondait ni à un avion connu, ni à un drone commercial. C'était celle d'un objet se déplaçant à très grande vitesse, à une altitude extrêmement basse. Le brouillage électromagnétique de l'ennemi était puissant, visant à aveugler les défenses. Cependant, la résilience de nos systèmes, conçus pour opérer dans des environnements saturés, a permis de maintenir une trace, même partielle. L'avion de détection radar lointaine, positionné bien au-delà de la ligne de front, fournissait des informations cruciales sur la position globale de l'intrus, agissant comme une longue vue pour le chasseur. Le rôle du pilote était alors de rétrécir ce cône de recherche en utilisant son propre radar et ses capteurs infrarouges de recherche et de poursuite, IRST, qui détectent la chaleur émise par les objets.
La tension à bord du cockpit était palpable, chaque décision devait être rapide et précise. Le pilote devait naviguer en terrain miné, à la fois menacé par le missile ennemi et par les systèmes de défense antiaérienne hostiles qui auraient pu le prendre pour cible par erreur. L'altitude de vol du missile, à quelques mètres du sol, posait un défi unique. La détection radar est rendue difficile par l'effet de clutter au sol, le sol renvoyant des signaux parasites qui masquent la cible. C'est à ce moment-là que la formation et l'ingéniosité de nos aviateurs ont fait la différence. Plutôt que de s'en tenir à une approche frontale classique, le pilote a opté pour une manœuvre audacieuse, se positionnant de manière à intercepter le missile lorsque ce dernier serait contraint de modifier sa trajectoire en terrain vallonné ou lors d'une phase de correction de vol. Le miracle de la montée en altitude du missile n'était pas un hasard, mais le résultat d'une anticipation de nos ingénieurs qui avaient étudié les profils de vol les plus probables de tels engins lors d'un virage serré ou d'un changement de cap forcé par le terrain. Le missile doit souvent s'élever légèrement, présentant une silhouette plus grande et une signature radar moins diluée. C'est cette fenêtre infime, cette seconde précieuse qui a été exploitée. Le tir de la roquette RR d'une précision chirurgicale a neutralisé la menace. Le succès de cette interception n'était pas seulement technologique, il était aussi une démonstration de la supériorité de notre personnel, dont la formation et l'entraînement sont d'un niveau tel qu'ils sont capables d'exploiter les moindres faiblesses de l'adversaire. La roquette utilisée était une munition de dernière génération, dotée d'un autodirecteur extrêmement performant et capable de manœuvrer avec une agilité exceptionnelle pour atteindre des cibles rapides et agiles. La destruction visuelle a été confirmée par les capteurs de l'avion et relayée quasiment en temps réel au poste de commandement. Cette victoire a été célébrée non seulement par les militaires, mais aussi par les populations qui ont vu dans cet exploit la preuve tangible de la robustesse de leur défense nationale. Question à vous, vérifions la géographie de l'émission, ville, pays, et vous pouvez un drapeau. Alors pourquoi cet événement est-il si crucial maintenant? Parce qu'il déconstruit le mythe de la supériorité technologique de l'adversaire. La présentation somptueuse, la propagande autour de ce missile n'était qu'une façade, une pression psychologique énorme. L'enjeu était de saper la confiance, de démoraliser, mais la réalité les a rattrapés. Nos forces, grâce à leur professionnalisme et leur adaptabilité, ont démontré que même les allégations les plus audacieuses peuvent être démenties. Ce n'est pas seulement une victoire tactique, c'est une victoire psychologique et stratégique. Cela renforce la confiance non seulement en nos capacités, mais aussi auprès de nos alliés. La guerre moderne ne se gagne pas seulement sur le terrain, elle se gagne aussi dans les esprits. Et ce coup de filet aérien est un coup de marteau sur la crédibilité de l'ennemi. Leur réputation internationale en prend un coup sévère. Leurs propres alliés pourraient hésiter à dépenser des fortunes pour des armements dont l'efficacité est désormais remise en question. Les retombées de cet événement vont bien au-delà de la simple confrontation militaire. Sur le plan diplomatique, ce revers pour l'ennemi est une aubaine pour nos alliés. Il offre une opportunité de réévaluer les alliances existantes et d'envisager de nouvelles stratégies de défense collective. Des pays qui, par le passé, auraient pu être tentés de se rapprocher de l'ennemi pour bénéficier de sa prétendue puissance militaire, sont désormais susceptibles de reconsidérer leurs options. La vente d'armes est un marché lucratif et stratégique et le prestige d'une nation en termes de technologie militaire est un argument de vente majeur. En sapant cette crédibilité, nous touchons l'ennemi non seulement dans son orgueil, mais aussi dans ses ressources financières et son influence mondiale. L'impact sur l'économie de l'ennemi est également significatif. Les investissements massifs dans un complexe militaro-industriel hypertrophié, fondé sur des allégations fallacieuses, risquent de ne plus trouver preneur. Cela pourrait entraîner des coupes budgétaires, des annulations de commandes et une réorientation des dépenses qui, à terme, affaiblirait leur capacité à soutenir d'autres opérations. Sur le plan intérieur, cette victoire renforce le moral des troupes et de la population. Dans l'adversité, un tel succès est un puissant facteur de cohésion nationale. Il dissipe les doutes semés par la propagande ennemie et renforce la légitimité de nos dirigeants et de nos choix stratégiques. L'unité nationale est une composante essentielle de la résilience face à la menace. Les médias nationaux ont naturellement couvert l'événement avec un ton triomphal, mettant en avant l'héroïsme des forces armées et l'efficacité de nos technologies. Cette couverture
l'ouverture a eu un effet galvanisant, transformant une potentielle défaite en une victoire éclatante sur les plans techniques et psychologiques. Les experts militaires de notre nation ont été invités à commenter, soulignant la complexité de l'opération et l'excellence de la coordination entre les différentes branches des forces armées. Ils ont également mis en lumière l'importance de l'investissement continu dans la recherche et le développement militaire, insistant sur le fait que la supériorité technologique est le fruit d'un travail de longue haleine et d'une vision stratégique éclairée. La dimension cybernétique de ce succès ne doit pas être sous-estimée. L'analyse des données de vol du missile, même après sa destruction, a potentiellement permis de collecter des informations précieuses sur ses systèmes de navigation, ses fréquences de communication et ses vulnérabilités. Ces renseignements peuvent être exploités pour améliorer nos capacités de guerre électronique et nos contre-mesures. Le système de défense antiaérienne qui a été sollicité pour cette interception n'était pas une entité isolée, mais un maillon d'une chaîne de commandement et de contrôle très sophistiquée. L'interopérabilité des systèmes, des radars au sol aux satellites en orbite, en passant par les avions de patrouille maritime et les drones, a joué un rôle déterminant. Chaque capteur, même le plus modeste, a contribué à la reconstitution d'une image globale de la situation aérienne. La détection initiale de l'objet inconnu, avant même son identification formelle comme missile, témoigne de la puissance de nos algorithmes d'analyse prédictive capables de repérer des anomalies dans des flux de données massifs. De plus, l'incident a mis en lumière l'importance de la guerre de l'information dans le conflit moderne. L'ennemi a utilisé la désinformation et la propagande pour surévaluer ses capacités. En démasquant ce bluff, nous avons montré que la vérité, même face à une machine de propagande bien huilée, finit par éclater. Cela envoie un message clair à tous ceux qui tenteraient de nous manipuler. Nos systèmes d'information sont robustes et notre capacité à vérifier les faits est intacte. La réaction de la communauté internationale a été divisée. Si nos alliés ont salué cette interception comme une preuve de notre résilience, certains pays neutres ont été contraints de réévaluer leur position face aux affirmations de l'ennemi. Cet incident pourrait bien servir de catalyseur pour une prise de conscience mondiale sur la nature réelle des menaces et la nécessité d'une défense collective plus robuste et plus transparente. Les implications à long terme de ce succès sont encore à explorer, mais il est clair qu'il a déjà modifié les calculs stratégiques de nombreuses nations et renforcé notre position sur l'échiquier mondial. Quel événement dans la région de l'Est européen est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quelques mots. L'ennemi avait deux versions. Selon leur récit officiel, le missile destructeur était la dernière conception. Un condensé de technologie de pointe, une démonstration de puissance absolue destinée à intimider. Mais nos experts avaient une autre lecture. Ils y voyaient une manœuvre stratégique et une pression psychologique, un signe de faiblesse plutôt que de force. La possibilité d'éléments de guerre électronique avancés sur le missile avait été envisagée puis écartée. La modernisation était ailleurs ou carrément inexistante. Après l'interception, l'analyse des débris a révélé la vérité, un twist choquant. Il ne s'agissait pas d'un développement récent, mais d'une ancienne roquette de croisière soviétique datant du milieu des années 1980, une relique de la guerre froide à peine modernisée. Des marques cyrilliques sur les fragments correspondaient aux normes de l'URSS. L'alliage métallique était obsolète, par endroits corrodé. La super arme s'est avérée être une banale imitation, une ferraille. La présentation de l'ennemi était soit une mise en scène avec une maquette, soit un spécimen unique mis à jour pour les besoins de la propagande. Le but était de cacher l'obsolescence de son propre arsenal. Le commandement ennemi cherchait à créer une illusion de puissance pour intimider, tromper ses propres alliés et saper la confiance de ses adversaires. En somme, un énorme bluff démasqué en direct avec des conséquences retentissantes et le prix de la tromperie, la crédibilité en berne. L'histoire de ce missile, une fois révélée, était encore plus édifiante que l'interception elle-même. Les équipes de récupération des débris, constituées d'experts en ingénierie aéronautique et en renseignement technique, ont travaillé sans relâche. Chaque fragment, même le plus petit, était méticuleusement collecté, photographié et analysé. C'est à travers l'étude de la composition
composition des matériaux que les premiers indices sont apparus. L'alliage d'aluminium et de magnésium utilisé pour le fuselage ne correspondait pas aux standards contemporains de l'industrie aérospatiale qui privilégie des composites plus légers et plus résistants. Eh bien, la corrosion présente sur des zones non exposées suggérait un stockage prolongé dans des conditions suboptimales, loin des hangars modernes et climatisés qu'un pays soucieux de ses dernières conceptions utiliserait. Puis la découverte des marquages, des inscriptions en cyrillique avec des codes de série et des dates de fabrication qui renvoyaient directement aux usines de production de l'Union soviétique des années 1980. Ces codes sont des empreintes numériques quasi impossibles à falsifier pour un œil exercé. Les systèmes de navigation démantelés et examinés sous microscope par nos ingénieurs en électronique ont également trahi l'âge du missile. Les composants électroniques, les circuits intégrés étaient de technologies dépassées, bien loin des microprocesseurs compacts et ultra rapides que l'on trouve dans les armes modernes. L'absence de modules GPS ou de systèmes de navigation inertielle de haute précision de dernière génération était frappante. Au lieu de cela, le missile semblait s'appuyer sur des systèmes de guidage radio-inertiel plus primitifs, potentiellement vulnérables au brouillage. La furtivité vantée par l'ennemi n'était qu'un artifice de surface. Oh, les revêtements absorbants radar, s'ils existaient, étaient usés ou inefficaces et la signature thermique du moteur était loin d'être optimisée pour la discrétion. En réalité, le design du missile était celui d'un engin conçu à une époque où la furtivité n'était pas encore la priorité absolue, privilégiant la vitesse et la portée brute. La modernisation n'avait consisté qu'en des retouches cosmétiques, peut-être une nouvelle peinture, quelques ajouts d'ailerons pour simuler une aérodynamique plus avancée, mais rien qui ne changeât fondamentalement ses performances ou sa détectabilité. Les experts en désinformation ont rapidement mis en parallèle cette supercherie avec d'autres exemples historiques de lancement de prétendues superarmes qui se sont avérés être des échecs ou des tromperies. Lors de la guerre froide, les deux blocs avaient coutume de présenter des prototypes non fonctionnels ou des maquettes grandeur nature pour impressionner l'adversaire. L'ennemi avait réutilisé cette vieille tactique en espérant que la rapidité de l'information moderne et l'absence de vérification poussée permettraient de maintenir l'illusion. L'analogie avec le célèbre Potemkin Village a été faite par certains analystes, soulignant comment une facade impressionnante peut dissimuler une réalité moins glorieuse. Cette découverte a des implications majeures pour la stratégie de renseignement. Elle confirme l'hypothèse de nos services selon laquelle la plupart des annonces technologiques de l'ennemi sont exagérées, voire complètement fausses. Cela permet d'affiner les évaluations de leurs capacités réelles et d'adapter nos réponses en conséquence. L'humiliation subie par l'ennemi sera difficile à masquer. Les images des débris, avec l'épreuve irréfutable de leur origine obsolète, ont été diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par des médias indépendants. La réaction de la population ennemie, généralement soumise à une propagande intense, pourrait être complexe. Certains resteront dans le déni, mais d'autres pourraient commencer à douter de la véracité des informations officielles, ce qui pourrait engendrer une méfiance croissante envers le régime. Pour les militaires de l'ennemi, c'est une déroute majeure en termes d'image et de morale. Leurs propres troupes, qui avaient été conditionnées à croire en la supériorité de leur armement, pourraient en avoir leur confiance ébranlée. Comment combattre avec conviction si l'on sait que les armes sur lesquelles on compte sont des reliques maquillées? Cela soulève des questions sur la corruption au sein de l'appareil militaire ennemi, sur la dilapidation des fonds et sur la compétence de ceux qui ont validé ces projets. Les conséquences diplomatiques sont également importantes. Les nations qui achetaient des armes à l'ennemi ou qui envisageaient de le faire sont désormais confrontées à la preuve que ces équipements sont loin d'être à la pointe. Les commandes futures pourraient être réduites ou annulées, affectant non seulement les revenus de l'ennemi, mais aussi son influence géopolitique par le biais de la vente d'armes. La révélation de cette supercherie a renforcé notre position et notre détermination. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la région de l'Est européen? Nommez un expert ou un média crédible. Ce n'est pas une première dans l'histoire des conflits. L'utilisation de vieux stocks soviétiques et la dissimulation de l'obsolescence ne sont pas nouvelles. Pendant la guerre froide, il était courant de voir des démonstrations de force qui cachaient des lacunes.
Nous nous souvenons tous de la course aux armements, de la guerre de l'information, où chaque camp utilisait des stratégies psychologiques pour influencer la perception de sa puissance. Cette interception est l'emblème d'une nouvelle ère de guerre en réseau où la coordination entre l'aviation, les stations terrestres et les avions de détection est de la clé. C'est l'importance de l'interopérabilité des systèmes, de la synergie entre les différentes composantes de notre défense. Cela montre le déclin des capacités militaires de certains adversaires qui ne peuvent plus rivaliser avec les technologies modernes et doivent de s'appuyer sur l'illusion, sur le bluff. Cela ne fait que renforcer le besoin pour une nation de s'appuyer sur l'innovation et la vérité technique plutôt que sur des façades de supériorité. Historiquement, le bluff militaire est une constante des ruses de guerre de l'Antiquité, comme le cheval de Troie, jusqu'aux manœuvres de désinformation des deux guerres mondiales. Les nations ont toujours cherché à intimider leurs adversaires en exagérant leurs forces ou en masquant leurs faiblesses. La guerre froide a élevé cette pratique au rang d'art d'État. L'Union soviétique, par exemple, avait inventé le concept de Potemkin Village pour l'industrie militaire présentant des usines et des bases qui n'existaient que sur le papier ou qui étaient vides de toute activité significative. Les défilés militaires sur la place rouge étaient des démonstrations de force impressionnantes, mais les armes présentées n'étaient pas toujours celles qui étaient réellement déployées en grand nombre ou n'avait pas les performances vantées. Le défilé du 1er mai 1957, avec la présentation de missiles intercontinentaux factices, est un exemple célèbre de cette stratégie d'intimidation par l'illusion. L'utilisation de vieux équipements soviétiques par l'ennemi actuel n'est pas une surprise pour les experts. Après la dissolution de l'URSS, une grande partie de l'immense arsenal militaire soviétique a été soit vendu sur le marché noir, soit stocké dans des conditions déplorables. L'ennemi a hérité d'une partie de cet héritage, mais sans les capacités industrielles et technologiques pour le maintenir à niveau ou le moderniser efficacement. De nombreux rapports de renseignement avaient déjà fait état de la vétusté de son matériel, de l'état de délabrement de ses infrastructures de maintenance et des difficultés à produire des pièces détachées ou des systèmes électroniques modernes. Le cas de ce missile est symptomatique de cette situation. Plutôt que d'admettre la faiblesse de son propre complexe militaro-industriel, l'ennemi préfère maquiller d'anciennes roquettes et les présenter comme des innovations. Cela est d'autant plus dangereux qu'il jette le doute sur toutes les autres annonces. Si un missile de croisière emblématique est une fraude, qu'en est-il de leurs chasseurs furtifs ou de leurs navires invincibles? La guerre en réseau que symbolise cette interception est une évolution cruciale. Elle repose sur la capacité à interconnecter tous les capteurs, radars au sol, avions de détection, satellites, capteurs sur drone, à fusionner leurs données en temps réel et à utiliser l'intelligence artificielle pour identifier, suivre et neutraliser les menaces. L'interopérabilité est la clé, les différents systèmes doivent pouvoir communiquer entre eux de manière fluide, quel que soit leur fabricant ou leur génération. C'est le contraire de ce que l'on observe chez l'ennemi, dont les systèmes sont souvent archaïques et mal intégrés. Notre capacité à mobiliser plusieurs plateformes, l'avion de détection radar lointaine pour la surveillance générale, le chasseur pour l'interception précise, les stations terrestres pour le commandement et le contrôle, démontrent une coordination de haut niveau. Cette synergie est le fruit d'années d'investissement dans la recherche et le développement, dans la formation du personnel et dans la mise en place de doctrines opérationnelles modernes. La transparence technologique, bien que parfois risquée en termes de sécurité, est paradoxalement une force. En révélant la supercherie de l'ennemi, nous avons envoyé un message fort. Nous ne nous contentons pas de dire que nous sommes supérieurs, nous le prouvons. Cette vérité technique est un pilier de notre crédibilité auprès de nos alliés. En contraste, la stratégie de l'ennemi, basée sur la tromperie et la dissimulation, ne peut fonctionner qu'un temps. Une fois le bluff démasqué, la confiance est irréversiblement brisée. Cela a des implications profondes pour la dissuasion. Une force militaire qui n'est pas crédible dans ses capacités technologiques perd une grande partie de sa capacité à intimider. Elle peut encore menacer par la masse ou par la brutalité, mais elle ne pourra plus prétendre à une supériorité qualitative. L'avenir des conflits se jouera de plus en plus sur cette capacité à innover et à s'adapter, plutôt que sur la rétention de vieilles gloires. En tant que conseiller du dirigeant d'un pays à l'Est européen, quelles mesures concrètes mettriez-vous en place dans les 90 prochains jours face à cette menace? Un seul pas, et bien, tiens, alors, que nous réserve l'avenir? Quel sera le prochain chapitre de cette confrontation silencieuse? Pour le meilleur, l'ennemi est démasqué. Ses tactiques de bluff ont échoué.
Ses alliés potentiels, autrefois impressionnés, perdent confiance et notre supériorité technologique est clairement prouvée. C'est un scénario idéal pour le pire. Si cette interception avait échoué, les conséquences auraient été catastrophiques. Le missile aurait pu atteindre sa cible, causant des pertes considérables et semant la panique. Notre incapacité à intercepter aurait renforcé l'image de supériorité de l'ennemi. Son mythe aurait perduré. Mais le scénario probable est que l'ennemi va tenter de s'adapter. Sa crédibilité est déjà endommagée. Nous, de notre côté, continuerons d'améliorer nos défenses en tirant les leçons de cette nouvelle expérience, plus fort qu'avant, plus agile. Pour le scénario inattendu, ce scandale pourrait provoquer des conflits internes au sein des élites ennemies, une purge même pour déterminer qui est responsable de ce cuisant échec. C'est une humiliation qui ne restera pas sans conséquence. Le scénario le plus optimiste, le meilleur des mondes, verrait l'ennemi contraint de revoir l'intégralité de sa doctrine militaire et de sa stratégie de communication. La démascation de leur bluff technologique pourrait entraîner une remise en question interne profonde, voire une chute de certains dignitaires et généraux responsables de cette supercherie coûteuse et humiliante. Dans ce cas, les ressources qui étaient auparavant allouées à des projets de prestige et de propagande pourraient être redirigées vers des besoins plus pressants comme l'amélioration des infrastructures de base ou la gestion des vraies urgences sociales de leur population. Sur le plan international, la perte de crédibilité pourrait les isoler davantage, rendant plus difficile la formation de nouvelles alliances ou le maintien des anciennes. Cela pourrait même inciter certains de leurs alliés actuels, voyant la fragilité de leurs partenaires, à chercher de nouvelles collaborations potentiellement avec nous. Cela transformerait l'échiquier géopolitique, rendant la région plus stable et moins sujette à des provocations basées sur des illusions. Cependant, le pire des scénarios est également envisageable. Si l'interception avait échoué, même si le missile était obsolète, les conséquences auraient été désastreuses. L'ennemi aurait claironné sa victoire aux quatre vents, utilisant la destruction de notre cible comme preuve irréfutable de sa supériorité technologique et de son invincibilité. La panique se serait répandue non seulement parmi notre population, mais aussi au sein de nos alliés. La confiance dans nos systèmes de défense aurait été ébranlée et la peur aurait pu entraîner des concessions politiques inacceptables. Le mythe de l'ennemi aurait été renforcé et son influence aurait grandi. De plus, un échec aurait pu avoir un impact dévastateur sur le moral de nos troupes et de nos populations civiles, semant le doute sur notre capacité à nous défendre. Le coût humain et matériel d'une telle attaque serait incalculable et l'impact psychologique durable. Cette seule interception a donc évité un désastre de grande ampleur, transformant une menace en une opportunité stratégique. Le scénario probable est celui d'une adaptation. L'ennemi ne restera pas passif face à cette humiliation. Il va probablement tenter de brouiller les pistes, de nier les faits ou de minimiser l'importance de ce qu'il s'est passé. On pourrait assister à une intensification de leur propagande visant à discréditer nos sources ou à inventer de nouvelles victoires pour compenser cependant la réalité des débris et des faits restera difficile à occulter totalement. Il pourrait également redoubler d'efforts pour développer de véritables technologies de pointe en cherchant à acquérir du savoir-faire à l'étranger ou en augmentant les investissements dans leur propre recherche et développement. Mais un tel processus prend du temps et ils ont déjà accumulé un retard considérable. Nous, de notre côté, nous devons continuer à renforcer nos défenses, à innover et à maintenir un avantage technologique et opérationnel. L'expérience acquise lors de cette interception sera inestimable pour améliorer nos algorithmes de détection, nos tactiques d'interception et notre coordination interarmée. Nous devons également rester vigilants face à d'éventuelles nouvelles révélations basées sur des leurres ou des prototypes non fonctionnels. Enfin, le scénario inattendu et potentiellement le plus intéressant est celui des conflits internes. Le régime de l'ennemi est souvent caractérisé par une forte centralisation du pouvoir, mais aussi par des luttes de factions et une propension à désigner des boucs émissaires en cas d'échec. L'humiliation causée par la révélation de ce bluff pourrait être le catalyseur d'une purge au sein de l'armée, des services de renseignement ou même du gouvernement. Des généraux ou des responsables d'industries de défense pourraient être limogés, voire arrêtés, accusés d'incompétence ou de corruption. Cela pourrait entraîner une période d'instabilité interne, affaiblissant encore la capacité de l'ennemi à projeter sa puissance à l'extérieur. Une telle purge pourrait également révéler des informations supplémentaires sur l'étendue
l'étendue des lacunes de leur programme d'armement ou sur les tensions au sein de leur élite. Dans ce contexte, notre nation doit être prête à exploiter cette instabilité, non pas pour l'aggraver, mais pour renforcer notre propre sécurité et celle de nos alliés. Cette victoire tactique et psychologique est une rare opportunité pour redessiner les équilibres de pouvoir dans la région. Votre pronostic, quand la prochaine révélation de l'ennemi se produira-t-elle, mois ou année, plus une brève justification? Qui l'emporte dans cette affaire? Nos forces militaires, nos ingénieurs, nos pilotes, nos opérateurs, par extension notre pays. Notre intelligence et notre professionnalisme ont triomphé. Les perdants, l'ennemi et ses alliés trompés. Leur image de puissance est brisée, leur bluff est exposé et leur technologie est humiliée. Le ton est clair. Initialement, il y avait le suspense et l'urgence, la menace d'un missile invulnérable, puis le soulagement, la fierté et le triomphe après l'interception réussie. Enfin, la dénonciation, la condamnation des tactiques de l'ennemi. On se souvient du récit créé à cet intercept est déjà appelé historique. L'ennemi est diabolisé, dépeint comme un bluffeur et un menteur. On utilise des termes tels que paphos pour décrire la grandiloquence de la présentation ennemie. Nos forces sont héroïsées. Les pilotes sont des professionnels de filigrane, froids et hargneux. C'est un appel au patriotisme. Le succès est notre succès. La protection de notre pays est la priorité. Et la révélation, aujourd'hui, vous saurez ce qui a été trouvé parmi les débris et quel secret cachait la dernière conception de l'ennemi. L'ennemi est un imposteur. La victoire dans cette affaire n'est pas seulement technique, elle est aussi narrative. Dès les premières heures suivant l'interception, une stratégie de communication claire et percutante a été mise en place. L'objectif était de transformer un événement militaire en une leçon universelle sur la vérité et la crédibilité. La rhétorique choisie utilisait des métaphores fortes, l'obscurité d'avant l'aube pour la période de peur et d'incertitude induite par l'ennemi, le coup de maître pour l'exploit de l'interception et le démasquage d'un bluff pour la révélation de la vérité. Le pathos du commandement ennemi, leur emphase et leur grandiloquence ont été habilement tournés en ridicule, dépeints comme la marque des charlatans et des imposteurs. Cette approche a permis de contraster leur fanfaronnade avec le professionnalisme silencieux et efficace de nos pilotes et ingénieurs. Les professionnels de filigrane symbolisent l'excellence, la précision et la rigueur morale. Leur calme face au danger est un exemple pour tous. Les médias nationaux ont joué un rôle essentiel dans la diffusion de cette narration. Les reportages télévisés, les articles de presse, les analyses d'experts ont tous convergé pour renforcer le message. Notre pays est capable de se défendre et l'adversaire n'est pas aussi puissant qu'il le prétend. Les images des débris, contrastant avec les photos officielles du missile moderne, sont devenues des preuves visuelles irréfutables de la supercherie, les infographies montrant l'âge réel des composants et des marques cyrilliques ont rendu la démonstration accessible et compréhensible par le grand public. L'engagement du public a été sollicité via des appels à la participation comme les questions sur la localisation géographique et les pronostics, créant une impression de dialogue et de transparence. Cette interactivité a renforcé le sentiment d'appartenance et de soutien à la cause nationale. Le succès n'est pas seulement celui des forces armées, c'est notre succès, nous incluant tous en tant que citoyens. Oui, la diabolisation de l'ennemi comme bluffeur et menteur est une tactique de guerre de l'information classique, mais ici, elle est étayée par des faits tangibles. Ce n'est pas une accusation gratuite, mais une conclusion tirée de preuves formelles. Cette condamnation est d'autant plus efficace qu'elle touche l'ennemi dans ce qui est essentiel à sa projection de puissance, sa réputation et sa crédibilité en tant que puissance militaire. La révélation finale concernant les débris est le point culminant de cette mise en scène narrative. Elle transforme l'événement en un véritable moment de vérité où le secret de l'ennemi est exposé au grand jour. Cela crée un sentiment de justice et de soulagement car la menace a été non seulement neutralisée mais aussi démystifiée. Pour les alliés de l'ennemi, l'impact est double. Non seulement ils ont été trompés, mais ils peuvent aussi se sentir gênés d'avoir soutenu un régime qui s'appuie sur de telles supercheries. Cela pourrait les pousser à réévaluer leurs relations diplomatiques et leurs accords militaires. La vente d'armes est souvent un baromètre de l'influence d'une nation. Si l'ennemi ne peut plus vendre ses nouvelles technologies, son pouvoir d'attraction diminue considérablement. Cela pourrait ouvrir la porte à nos propres industries de défense offrant des alternatives fiables et prouvées. Enfin, pour la population ennemie elle-même, la révélation de ce bluff pourrait à terme éroder la confiance dans leurs propres dirigeants et médias.
Dans un régime où la vérité est souvent manipulée, chaque fissure dans le récit officiel peut avoir des conséquences imprévues et potentiellement déstabilisatrices. Cette interception n'est donc pas seulement une victoire militaire, mais un jalon majeur dans la guerre informationnelle et psychologique. Alors, cette démascation, cette farce technologique va-t-elle changer la donne sur l'échiquier mondial, ou n'est-ce qu'un épisode de plus dans cette guerre de l'information sans fin? Votre avis nous intéresse, laissez un commentaire et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et d'activer la cloche pour être alerté de chaque nouvelle publication. Votre soutien est notre